ma mère m'a demandé de renoncer à mon héritage devant le notaire, parce que Camille en avait plus besoin que moi. 10 minutes plus tard, une enveloppe laissée par mon père a détruit 30 ans de mensonges familiaux. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans, et je vis à Rennes dans un 2 pièces où le parquet grince dès qu'on marche trop vite. Je travaille comme conducteur de travaux pour une petite entreprise de rénovation, donc mes journées sentent souvent la poussière, le café tiède et les devis corrigés à la va-vite. Dans ma famille, j'ai toujours été celui qu'on appelle quand il faut porter un meuble, dépanner une voiture ou signer un papier sans poser de questions. Ma sœur Camille, elle, a toujours été la sensible, la fragile, celle qu'il faut aider. Et c'est exactement comme ça que tout a commencé chez le notaire, 3 semaines après la mort de mon père. Mon père s'appelait Alain. Il avait 68 ans, des mains larges, une voix rarement haute, et cette manière de regarder par-dessus ses lunettes quand il ne savait pas comment dire les choses. Il n'était pas démonstratif. Il ne m'a jamais pris dans ses bras pour me dire qu'il était fier de moi. Mais il me gardait une assiette quand je passais tard, il m'appelait pour me demander mon avis sur une fissure, une poutre, une pente de toiture. C'était sa façon de parler. Ma mère, Monique, avait une autre méthode. Chez elle, tout passait par des phrases courtes, presque raisonnables, qui vous laissaient toujours avec une dette sur les épaules. Tu comprends, Julien, toi tu as les pieds sur terre. Ou bien. Camille n'a pas ta solidité. Camille, ma petite sœur de 3 ans, avait grandi dans cette phrase. À 31 ans, elle habitait à Saint-Brieuc avec Romain, son compagnon, dans un appartement qu'elle disait provisoire. Elle avait commencé plusieurs formations, quitté 2 postes, lancé un projet de boutique en ligne puis arrêté parce que, selon ma mère, les gens n'avaient pas été corrects avec elle. Je l'ai longtemps cru simplement fragile. Le problème, c'est qu'à force de la soutenir, tout le monde se penchait du même côté, et moi je servais de mur porteur. La maison familiale était à Ploie, dans les Côtes-d'Armor, pas loin de la côte. Une vieille bâtisse bretonne aux volets bleus, avec des hortensias énormes, un radiateur électrique fatigué dans le salon et une odeur d'humidité, de cire froide et de bois ancien. Mon père y tenait plus qu'il ne l'avouait. Quand j'étais adolescent, il m'y emmenait le samedi. On partait de Rennes tôt, souvent sous une pluie fine qui suivait la voiture jusque dans les virages. Il s'arrêtait parfois sur une aire pour boire un café trop chaud dans un gobelet, puis il disait « Allez, chef de chantier, on a du boulot. » C'est lui qui m'a appris à tenir une règle, à tracer droit, à ne pas croire un mur avant de l'avoir mesuré. Dans la dépendance, il avait installé son atelier. Il y avait un établi massif, une vieille radio qui captait mal France Bleu, un mètre pliant avec mon prénom écrit au marqueur, et des carnets de travaux remplis de dates, de factures et de schémas. Mon père notait tout. Les lattes changées, les reprises d'enduit, les paiements faits au couvreur, les heures passées. Moi, je l'aidais sans compter. Je n'avais pas d'enfants, pas de maison, pas de vacances prévues. Dans ma famille, ça voulait dire que j'étais disponible. « Tu viens samedi ?» demandait ma mère. J'avais pensé me reposer. On doit vider le garage. Camille ne peut pas, elle est épuisée. Alors j'y allais. Quand mon père est tombé malade, les choses ont glissé sans bruit. Au début, c'était quelques rendez-vous médicaux, des ordonnances, des papiers de mutuelle. Puis les pompes funèbres, les faire-part, le livret de famille à ressortir, les actes de décès à demander à la mairie. Le jour des obsèques, ma mère se tenait dans l'entrée de la maison de Ploie, manteau noir, visage fermé, et distribuait les rôles comme si elle organisait un repas. Julien, tu t'occupes des chaises. Camille, reste avec moi, tu trembles. Camille tremblait peut-être vraiment. Moi aussi, j'aurais pu trembler. Mais on m'avait donné les chaises. Après la cérémonie, on a mangé un gratin réchauffé dans le silence. Les voisins étaient passés avec des plats et des condoléances. Madame Le Goff, qui habitait 2 maisons plus bas, m'avait serré la main plus longtemps que les autres. Ton père disait toujours que toi seul savais tenir une règle correctement. J'avais souri sans répondre. À table, Camille pleurait dès qu'on prononçait le prénom de papa. Ma mère lui caressait le dos. Moi, je découpais le gratin, je servais de l'eau, je répondais aux appels des cousins perdus sur la route. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un SMS. Rendez-vous chez Maître Béranger jeudi prochain à 14h30 pour la succession. Essaie d'être présentable. On réglera ça intelligemment. J'ai relu le message dans mon fourgon,
garé près d'un chantier à Cesson-Sévigné. Intelligemment voulait rarement dire ce que le dictionnaire disait. J'ai répondu. Je serai là. 3 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Ton père aurait voulu que tu aides Camille. Ne complique pas les choses. Je n'ai pas répondu. Mon père venait à peine d'être enterré, et ma mère parlait déjà comme si une décision avait été prise sans moi. Le jeudi suivant, je suis arrivé à l'étude notariale avec 10 minutes d'avance. C'était un immeuble discret près du centre de Rennes, avec une plaque dorée, une salle d'attente beige, des magazines froissés et une machine à café qui faisait un bruit de petit moteur. Je portais une chemise bleue propre et un manteau humide. Monique et Camille sont arrivées ensemble. Camille avait un foulard crème, les yeux rouges, un sac trop grand. Ma mère, elle, marchait droite, le menton haut, comme si l'endroit lui appartenait déjà. « Tu es venue seule ?» a demandé Camille. « Oui. » Ma mère a posé sa main sur mon avant-bras avant même de s'asseoir. « Julien, il faut qu'on se parle avant d'entrer. On peut attendre maître Béranger. » « Non. Ce sera plus simple si on est d'accord entre nous. » Camille a baissé les yeux. Ma mère a pris sa voix de cuisine, celle qui rendait les choses impossibles presque ordinaires. Camille est dans une situation compliquée. La maison de Ploua pourrait lui permettre de repartir. Toi, tu as un travail stable, un appartement, tu t'en sors. Ta sœur, elle, n'a pas ta solidité. J'ai senti mon cou se raidir. Qu'est-ce que tu me demandes exactement? De renoncer à ta part sur la maison. Ou au moins de lui laisser la priorité. Camille en a plus besoin que toi. Camille a murmuré. Je ne veux pas te prendre quoi que ce soit. C'est juste que. Ce serait logique. Logique pour qui? Ma mère a soupiré. Ne commence pas. Pas ici. Pas après tout ce qu'on vient de vivre. La porte du couloir s'est ouverte. Maître Béranger est apparu, costume gris, lunettes fines, dossier cartonné à la main. Il avait l'air calme de quelqu'un qui avait vu beaucoup de familles se défaire autour d'une table. Madame. Monsieur. Mademoiselle. Si vous voulez bien me suivre. Dans son bureau, tout était ordonné, les codes alignés, les stylos posés parallèlement, les chemises de dossier étiquetées au nom de mon père. Ma mère s'est assise à côté de Camille. Moi en face, seul. Maître Béranger a commencé par les choses habituelles, l'actif successoral, le passif, les comptes bancaires, le véhicule, la maison de Ploua, le régime matrimonial, la réserve héréditaire. Il parlait d'une voix posée, presque neutre, comme un professeur qui sait que chaque mot peut devenir une arme. Quand il a mentionné l'indivision sur la maison, ma mère m'a regardé. Julien comprend la situation. Le notaire a levé les yeux. Je vais d'abord lire les documents, madame. Bien sûr, mais nous avons déjà discuté entre nous. Non, ai-je dit. Le mot est sorti plus sec que prévu. Camille a tourné la tête vers moi. Pardon? On n'a pas discuté. Vous m'avez demandé quelque chose dans la salle d'attente. Je préfère que maître Béranger lise d'abord les documents. Le silence a pris toute la pièce. Ma mère m'a fixé comme si un meuble venait de refuser d'être déplacé. Maître Béranger a légèrement incliné la tête. C'est effectivement préférable. La lecture n'a pas donné à Camille ce qu'elle attendait. Le testament de mon père respectait la loi. Ma mère conservait ses droits, Camille et moi étions héritiers réservataires. La maison de Ploua devait entrer dans l'indivision, sauf accord ultérieur, avec évaluation officielle et prise en compte des donations rapportables s'il y en avait. Rien de spectaculaire. Rien qui me donnait tout. Rien qui donnait tout à Camille. Ma mère est devenue très pâle. Alain n'aurait jamais voulu bloquer Camille. Le testament ne bloque personne, a répondu maître Béranger. Il encadre la succession. Camille a reniflé. Donc on va devoir demander l'autorisation de Julien pour tout? Vous devrez décider ensemble, ou passer par les voies prévues en cas de désaccord. En sortant de l'étude, Camille m'a rejoint sur le trottoir. Tu pourrais au moins réfléchir. Je réfléchis. Non. Tu bloques. Ma mère a ajouté. Tu nous obliges à passer par des formalités inutiles. Ça va coûter cher à tout le monde. Derrière elle, la ville continuait,
un bus qui freinait, des étudiants avec des sacs à dos, un livreur à vélo qui râlait contre la pluie. Je me suis senti loin d'elle, mais pour la première fois, ce n'était pas seulement douloureux. Je ne signerai rien aujourd'hui. Je suis reparti à pied jusqu'à ma voiture. Mon téléphone a vibré avant même que j'arrive au parking. Le groupe WhatsApp familial s'appelait encore Famille Alain et Monique, avec une photo de la maison de Ploie. Camille a écrit. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Papa serait tellement déçu. Ma mère a ajouté. Certains oublient vite ce que veut dire le mot famille. Puis ma tante Françoise, qui n'avait assisté à rien. Julien, ce n'est pas le moment de faire des histoires d'argent. J'ai posé le téléphone sur la table Ikea de mon appartement, celle dont un coin était gonflé par une vieille fuite de cafetière. J'ai ouvert le frigo, puis je l'ai refermé. Je n'avais pas faim. Les messages ont continué. Camille. Tu as ton salaire. Moi, je recommence tout. Ma mère. Tu sais très bien que ton père voulait protéger ta sœur. Romain. Faut arrêter de faire traîner, c'est pas correct. Ce dernier message m'a surpris. Romain intervenait rarement dans les discussions familiales, sauf quand il y avait de l'argent, une voiture ou un déménagement à la clé. Je l'ai laissé sans réponse. Le lendemain, au chantier, je mesurais une ouverture de fenêtre quand mon téléphone a vibré plusieurs fois. 2 appels manqués de ma mère. Un vocal de Camille. Un autre de Romain. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'avais appris, dans mon travail, qu'on ne prend pas une décision quand on a les mains pleines de poussière. À midi, assis dans mon fourgon avec une galette saucisse achetée au marché, j'ai écouté le vocal de Camille. Elle pleurait. Julien, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Tu sais que je suis fragile en ce moment. Romain et moi, on a des projets. La maison, c'était. Enfin, c'était une chance. Maman dit que tu es juste vexé parce que papa ne t'a jamais assez parlé, mais ce n'est pas ma faute. J'ai coupé avant la fin. Puis j'ai lancé le vocal de Romain. Il ne m'était pas destiné, c'était évident. Sa voix était pressée, basse, comme s'il parlait en marchant dehors. Camille, rappelle-moi. L'acheteur ne va pas attendre 2 mois, surtout avec l'acompte déjà versé. Ta mère avait dit que ton frère signerait, donc il faut arrêter de me dire que ça va s'arranger. Si le compromis tombe, on aura l'air de quoi? Et moi, j'ai besoin que ce dossier avance, tu le sais. Le message s'arrêtait net. J'ai fixé l'écran longtemps. Un compromis. Un acompte. La signature du frère à obtenir. Ils n'essayaient pas seulement de me convaincre. Ils avaient déjà préparé quelque chose. J'ai fait ce que l'ancien moi n'aurait pas fait. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé un message furieux à Camille. J'ai sauvegardé le vocal, je l'ai transféré sur mon adresse mail, puis j'ai fait des captures d'écran de la conversation avec les dates visibles. Ensuite, j'ai appelé Élise. Élise avait 35 ans, elle avait travaillé avec moi quelques années avant de partir dans un bureau d'études à Nantes. Elle connaissait assez ma famille pour ne jamais dire « tu exagères ». On s'était souvent retrouvés autour d'un café près de la gare de Rennes quand j'avais besoin de parler sans être corrigé. Elle a décroché au bout de 3 sonneries. Tu as une voix de mur fissuré. J'ai reçu un vocal de Romain. Je crois qu'ils ont essayé de vendre la maison avant la succession. Tu l'as gardée? Oui. Bien. Maintenant, tu arrêtes de te défendre dans leur tribunal familial. Tu mets tout dans le vrai cadre, le droit. Le soir même, elle est passée chez moi avec 2 cafés à emporter et une baguette, parce qu'elle disait que je ne savais pas nourrir un humain correctement quand j'étais contrarié. Elle s'est assise à ma table Ikea, a pris mon téléphone, a lu les messages un par un. Tu vas exporter la conversation WhatsApp, a-t-elle dit. Tu vas noter les dates dans un carnet. Tu vas demander par écrit à Maître Béranger copie des pièces du dossier. Et tu ne réponds plus au téléphone. Seulement par écrit. Ma mère va dire que je suis froid. Elle le dit déjà. J'ai pris un carnet de chantier et j'ai commencé une chronologie. Date du décès. Message de ma mère. Rendez-vous chez le notaire. Demande de renonciation. Message WhatsApp. Vocal de Romain. J'ai rangé les captures dans un dossier, puis sur une clé USB. Le lendemain, j'ai écrit à Maître Béranger. Maître,
je souhaite obtenir copie des documents relatifs à la succession de mon père, ainsi que toute information concernant d'éventuelles démarches engagées sur le bien de Ploie. Je vous informe également qu'il pourrait exister un compromis ou une promesse de vente non portée à ma connaissance. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard. Monsieur, je vous propose de venir à l'étude lundi à 11 heures. Certains éléments du dossier nécessitent une réunion en présence des héritiers. Votre père avait laissé des instructions particulières. J'ai relu la dernière phrase plusieurs fois. Mon père, qui évitait les disputes comme on évite une route inondée, avait prévu quelque chose. Le week-end a été long. Ma mère a appelé 17 fois. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé 3 vocaux. Julien, cette attitude est très blessante. Puis, ta sœur ne dort plus à cause de toi. Et enfin, ton père aurait honte de voir son fils traiter sa mère comme une étrangère. J'ai failli répondre. Puis j'ai vu mon carnet ouvert sur la table, la chronologie écrite en noir. J'ai simplement envoyé. Je souhaite que les échanges concernant la succession se fassent par écrit ou chez le notaire. Elle a répondu. Tu es devenu quelqu'un de dur. Le lundi, ma mère et Camille étaient déjà dans la salle d'attente beige. Camille évitait mon regard. Ma mère serrait son sac sur ses genoux. Sur le bureau de maître Béranger, en plus du dossier cartonné, il y avait une enveloppe Kraft, épaisse, fermée par une languette. Dessus, je connaissais l'écriture de mon père, à remettre en présence de mes héritiers. Le notaire a posé les mains à plat. Votre père m'a demandé de ne vous remettre ceci qu'en présence de tous les héritiers. Il a aussi souhaité que je rappelle que ces documents ont été déposés alors qu'il était en état de lucidité, attesté médicalement. Ma mère a redressé la tête. Alain était fatigué. Il ne comprenait pas toujours. Madame, a coupé le notaire, je vous demanderai de me laisser terminer. Il a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti plusieurs feuilles, des copies de messages, une petite clé USB sous sachet, et une lettre manuscrite. Il y a une lettre destinée à Monsieur Julien Le Gall. Votre père m'a autorisé à la lire ici si vous le souhaitez. J'ai hoché la tête. Le notaire a commencé. Julien, si tu entends ces mots, c'est que je n'ai pas su les dire quand il fallait. J'ai laissé faire trop longtemps. Ce n'est pas parce que tu ne réclamais rien que tu ne méritais rien. Ma vue s'est brouillée. J'ai serré les mains sous la table. Mon père écrivait qu'il avait compris, dans les derniers mois, que certaines informations lui étaient cachées. Qu'on lui présentait Camille comme menacée par mes supposées exigences, alors que je n'avais rien demandé. Qu'on l'avait poussé à signer des papiers pour simplifier, à accepter des rendez-vous qu'il ne comprenait pas toujours parce qu'on ne lui donnait pas le contexte. Il écrivait qu'il avait consulté maître Béranger seul, après avoir demandé à un voisin de l'accompagner. Ma mère a lâché. C'est ridicule. Le notaire a levé les yeux. Madame. Dans un codicile joint, mon père précisait que l'atelier, son établi, ses carnets de restauration, sa vieille radio et ses outils marqués revenaient à moi, dans la mesure permise par la succession. Il ne me donnait pas la maison entière. Il ne faisait pas de miracle juridique. Il reconnaissait ma place. Puis maître Béranger a présenté les autres documents. Il y avait des copies de messages où ma mère évoquait la nécessité de faire signer Julien vite. Des notes manuscrites de mon père sur des conversations avec Camille. Une attestation médicale. Et surtout, les carnets de travaux. Mon père y avait noté les dépenses réalisées sur la maison. Certaines factures venaient de son compte personnel. D'autres mentionnaient des remboursements qu'il m'avait faits, non comme donation, mais pour des matériaux que j'avais avancés, isolation, bois, peinture, pièces pour le radiateur, location d'outillage. Pour moi, c'était des arrangements de famille. Lui, il avait tout gardé. Ces éléments ne tranchent pas tout à eux seuls, a dit maître Béranger, mais ils devront être pris en compte dans l'évaluation et dans le règlement. Ils contredisent aussi l'idée selon laquelle Monsieur Julien n'aurait eu aucun lien matériel ou personnel avec ce bien. Camille a croisé les bras. Personne n'a dit ça. Tu as écrit hier que je comptais les mètres carrés d'une maison dont je ne m'étais jamais occupé. Elle a rougi. J'étais en colère. Ma mère a repris. Tout ça ne change rien au fait que Camille a besoin d'un toit. Elle a déjà prévu de vendre, ai-je dit. Le silence est tombé si vite qu'on aurait entendu la machine à café de la salle d'attente. Camille a tourné vers moi des yeux ronds. Quoi ?
Romain m'a envoyé un message par erreur. Il parle d'un acheteur, d'un acompte, d'un compromis et de ma signature à obtenir. Camille a commencé à parler trop vite. Ce n'était pas une vente. C'était juste une intention. On voulait savoir si quelqu'un pouvait être intéressé. Maître Béranger a posé son stylo. Existe-t-il un document signé? Camille a regardé ma mère. Ma mère a regardé la fenêtre. Je ne sais pas si on peut appeler ça un document, a dit Camille. Je vous conseille de répondre précisément. Ma mère a serré la mâchoire. Un promoteur local a fait une proposition. Camille a signé quelque chose pour réserver l'offre, mais rien n'était définitif. Sans informer l'ensemble des indivisaires potentiels? L'indivision n'était pas encore réglée. Justement, a répondu Maître Béranger. Ma mère a essayé de revenir à l'affectif. Julien, regarde ce que tu fais à ta sœur. Camille s'est mise à pleurer, mais ses larmes ne me faisaient plus le même effet. Je ne voyais pas seulement ma petite sœur paniquer. Je voyais une adulte qui avait signé un document sur un bien qu'elle ne possédait pas seule, accepter un acompte, puis présenter ma renonciation comme un geste naturel. Je me suis entendu répondre. Je ne veux pas régler ça dans les larmes. Je veux les documents. Maître Béranger a confirmé qu'il fallait produire tout engagement signé, toute somme reçue, et suspendre toute démarche de vente jusqu'à clarification. Il a aussi utilisé une expression qui a figé Camille, recel successoral. Il ne l'a pas brandi comme une menace. Il l'a dite comme un risque juridique réel lorsqu'un héritier dissimule des informations ou tente d'avantager une partie au détriment d'une autre. En sortant, je me suis assis dans ma voiture sans démarrer. J'ai posé le front contre le volant et j'ai pleuré sans bruit. Pas longtemps. Juste assez pour laisser sortir ce que je retenais depuis la salle d'attente. Le soir, Élise m'a rejoint dans un café près de République. Les tables étaient trop proches, le serveur passait entre les chaises, et moi je gardais la lettre de mon père dans mon sac comme un objet fragile. Il savait, ai-je dit. Élise a posé sa main sur la mienne. Ça ne répare pas tout. Non. Mais ça compte. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit des successions, Maître Auvray. Son cabinet était dans un immeuble ancien, avec un escalier qui sentait le bois ciré. Elle a lu les documents, écouté le vocal, parcouru les captures WhatsApp. Elle ne m'a pas promis de victoire éclatante. Le droit des successions n'est pas un instrument de vengeance, a-t-elle dit. C'est un cadre. On va l'utiliser pour remettre les choses à leur place. Je ne veux pas les ruiner. Je veux qu'elles arrêtent de me voler en appelant ça la famille. Elle a noté quelque chose. Alors nous allons demander communication complète du compromis ou de la promesse, la preuve de l'acompte, et l'intégration des éléments de votre père dans les opérations de partage. Toute discussion passera par écrit. Les semaines suivantes ont été moins spectaculaires que dans les films, mais plus épuisantes. Des mails. Des courriers recommandés. Des relances. Des captures envoyées à l'avocate. Des appels manqués de ma mère auxquels je ne répondais plus. Camille m'a écrit de longs messages où elle mélangeait excuses floues et reproches précis. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, mais tu ne comprends pas ma situation. Romain m'a mise sous pression. Maman voulait juste éviter un conflit. Je répondais rarement, et quand je le faisais, c'était une phrase courte. Merci d'adresser ces éléments à nos conseils respectifs. La première fois, j'ai tremblé. La 10e, non. Romain a disparu du groupe WhatsApp après avoir écrit. Franchement, vous êtes tous malades dans cette famille. Camille l'a défendu 2 jours, puis elle a fini par admettre, par l'intermédiaire de son avocate, qu'un avant-contrat avait été signé avec un promoteur de la région. Elle avait reçu une somme présentée comme un acompte, en partie utilisée pour couvrir des retards de paiement et des frais liés à Romain. Le promoteur, en découvrant que la succession n'était pas réglée et que tous les héritiers n'étaient pas d'accord, s'est retiré immédiatement. L'acompte devait être restitué. Ma mère a tenté une dernière manœuvre avant la réunion décisive. Elle m'a attendu un soir devant mon immeuble, entre les boîtes aux lettres et le vélo du voisin du 2e. Elle portait son manteau gris et cet air fatigué qu'elle savait rendre accusateur. Tu ne réponds plus à ta mère maintenant? Je réponds par écrit. Je ne suis pas une administration. Je suis resté près de la porte, les clés dans la main. Non. Mais la succession passe par un cadre légal.
Elle a eu un petit rire triste. C'est donc ça que tu es devenu. Un homme qui parle à sa mère comme à un dossier. Avant, j'aurais ouvert la porte, proposé un café, laissé la conversation envahir ma cuisine, puis ma soirée, puis ma conscience. Ce soir-là, j'ai pensé à mon père demandant à un voisin de l'accompagner chez le notaire. Je ne discuterai pas seul avec toi de la succession. Son visage s'est durci. Camille pourrait tout perdre. Camille a signé quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de signer seule. Elle avait peur. Moi aussi, j'ai eu peur toute ma vie de vous décevoir. Ça ne m'a jamais donné le droit de mentir. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit. Ton père t'a monté contre nous. Cette phrase m'a retiré les derniers doutes. Non. Il a laissé des traces parce qu'il savait que vous diriez ça. Je suis monté sans l'inviter. La réunion finale chez Maître Béranger a eu lieu un vendredi matin. Rennes était grise, les trottoirs humides, les gens pressés sous leurs capuches. J'avais mal dormi, mais j'étais calme. Maître Auvray m'accompagnait. Camille était là avec une avocate, ma mère aussi. Romain n'était pas venu. Dans le bureau, Maître Béranger a rappelé l'objet de la réunion, clarification des engagements pris sur la maison de Ploie, inventaire des pièces, poursuite des opérations de succession, évaluation du bien, examen des dépenses et remboursement consignés par mon père. Les mots étaient techniques, mais ils empêchaient les gens de changer de sujet. Ma mère a commencé malgré tout. Je veux simplement rappeler que Julien bloque une solution qui aurait permis d'aider sa sœur. J'ai vu Camille baisser les yeux. Son avocate n'a pas bougé. Maître Auvray m'a regardé. J'ai hoché la tête. Cette fois, je vais finir mes phrases. J'ai sorti les captures WhatsApp, la transcription du vocal, la copie de l'avant-contrat obtenu par les avocats, les extraits des carnets de mon père, les mailles de demande de renonciation. Je les ai posés sur la table, dans l'ordre. Comme sur un chantier quand on étale les plans avant de dire où se trouve le mur porteur. On m'a demandé de renoncer à ma part en disant que c'était pour préserver la famille. En réalité, un acheteur avait déjà été approché. Un acompte avait été versé. Ma signature était attendue comme une formalité. On m'a présenté une décision déjà prise comme un sacrifice moral à faire. Camille a murmuré. Tu ne sais pas ce que je vivais. Non. Parce que tu ne me l'as pas dit. Tu m'as menti. Elle a relevé la tête. Tu pouvais me dire que tu avais des dettes. Tu pouvais me dire que Romain te mettait la pression. Tu pouvais me demander qu'on trouve une solution légale. Tu as choisi de signer avant de me parler. Ma mère a frappé la table du plat de la main, assez pour faire sursauter Camille. Tu parles comme si tu étais parfait. Tu oublies toutes les fois où nous t'avons aidé. J'ai cherché dans ma mémoire. J'ai trouvé des repas, des reproches, des services rendus dans l'autre sens, des anniversaires où j'étais venu poser des étagères avant de souffler les bougies. Je n'ai pas trouvé la dette immense qu'elle voulait me faire porter. Je n'oublie pas. Mais je ne signerai pas un mensonge pour remercier ma famille. Maître Béranger est intervenu, poli, mais ferme. Nous ne sommes plus dans une simple discussion familiale. Un engagement a été pris sur un bien qui dépend d'une succession non réglée. Des informations ont été dissimulées à l'un des héritiers. Les conséquences peuvent être sérieuses si aucun accord transparent n'est trouvé. L'avocate de Camille a demandé une suspension. Dans le couloir, Camille m'a suivi près de la machine à café bruyante. Elle avait les yeux gonflés, mais sa voix était moins théâtrale. Plus petite. Je pensais que tu dirais oui. Je sais. On a toujours fait comme ça. Cette phrase m'a presque fait rire, mais il n'y avait rien de drôle. Justement. Elle a regardé ses chaussures. Romain disait qu'après, tout irait mieux. Et toi, tu l'as cru? Je voulais le croire. Pour la première fois, elle ne jouait pas complètement la victime. Elle ressemblait à quelqu'un qui découvrait que se cacher derrière la fragilité ne l'empêchait pas de répondre de ses actes. Je ne vais pas mentir pour toi, Camille. Elle a essuyé une larme. Maman dit que tu veux nous punir. Je veux que ce soit clair. C'est pareil pour elle. Pour moi, non. Nous sommes retournés dans le bureau. La suite a été cadrée par les avocats. Le compromis secret était abandonné. L'acompte devait être restitué selon un échéancier,
avec Camille personnellement engagée sur la partie qu'elle avait utilisée. Les opérations de partage continuaient avec une évaluation indépendante de la maison. Les carnets de mon père étaient versés au dossier. Monique ne pouvait plus piloter les discussions comme si elle était seule propriétaire du récit familial. Il n'y a pas eu de grand effondrement. La réalité des conflits familiaux, c'est souvent une salle de réunion, des stylos, des mais, des phrases comme « nous prenons acte et » sous réserve de vérification. Mais ce jour-là, j'ai vu les conséquences tomber une à une. Pas comme une vengeance. Comme des portes qui se ferment quand on a essayé de passer par le mur. Après la réunion, ma mère m'a attendu devant l'étude. « Tu es content ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi tu fais ça ? » ?»« Parce que si je ne le fais pas, vous recommencerez. » Elle a serré son sac. « Tu vas perdre ta famille. » Cette phrase m'aurait détruit 1 an plus tôt. Là, elle m'a seulement rendu triste. Je l'avais déjà perdue. Je viens juste d'arrêter de faire semblant. Je suis parti sans attendre sa réponse. Les mois suivants ont avancé avec une lenteur administrative presque rassurante. Un expert est allé à Ploie. La maison a été estimée. Les dettes de Camille ont été séparées de la succession. Les sommes avancées et remboursées ont été clarifiées. Il y a eu des désaccords, des courriers, des soupirs. Mais plus personne ne pouvait me demander de signer dans un coin de table pour arranger tout le monde. Finalement, nous avons vendu la maison dans des conditions transparentes. Pas au promoteur pressé de Camille. À un couple de Saint-Brieuc qui voulait en faire une résidence principale et garder les hortensias. La signature définitive chez le notaire a eu lieu presque 1 an après la mort de mon père. Ma mère était là, raide, polie. Camille aussi, silencieuse. Nous nous sommes dit bonjour comme des gens qui ont partagé une enfance mais plus de langue commune. Avec ma part, je n'ai pas acheté une voiture chère ni un grand appartement. J'ai remboursé quelques crédits, mis de côté, et remplacé ma cafetière qui fuyait. Ça peut sembler ridicule, mais le premier matin où elle a coulé sans inonder la table, j'ai souri. Avant la vente, je suis retourné seul à Ploie pour vider l'atelier. J'ai pris la voiture tôt depuis Rennes. La pluie fine frappait le pare-brise, exactement comme avant. J'ai fait une pause sur une aire, bu un café médiocre, et j'ai entendu la voix de mon père dire « Allez, chef de chantier » avec une netteté qui m'a serré la gorge. La maison était froide quand je suis arrivé. Les volets bleus avaient besoin d'être repeints. Les hortensias envahissaient l'allée. J'ai ouvert la dépendance. L'odeur de bois, de poussière et de métal m'a accueilli comme une poignée de main ancienne. L'établi était trop lourd pour moi seul, alors j'avais loué un petit utilitaire et demandé l'aide de Karim, mon voisin de palier, qui m'avait simplement dit « Pas de souci, préviens-moi juste si ça passe dans l'escalier. » Cette aide sans facture émotionnelle derrière m'avait touché. J'ai emballé les carnets de travaux dans une caisse en plastique. J'ai pris le mètre pliant avec mon prénom, la vieille radio, quelques outils. Sur une étagère, j'ai trouvé un petit carnet que je n'avais jamais vu. À l'intérieur, mon père avait écrit des mesures, puis, au milieu d'une page, une phrase sans rapport avec le reste. Julien ne parle pas beaucoup, mais il reste. Je me suis assis sur un tabouret bancal. Cette fois, j'ai pleuré pour de bon. Pas pour la maison. Pas pour l'argent. J'ai pleuré parce qu'une partie de moi avait attendu toute sa vie qu'on lui garde une place, et qu'en lisant ces mots, je comprenais que la place n'était plus à demander. J'ai fermé l'atelier en fin d'après-midi. Avant de partir, j'ai touché le mur du couloir où mon père m'avait appris à reprendre une fissure. J'ai regardé le jardin, les hortensias, le ciel bas sur Ploie. Puis j'ai verrouillé la porte. Ma mère a essayé de m'appeler plusieurs fois après la vente. Je n'ai pas bloqué son numéro tout de suite. Je voulais être sûr que mon silence n'était pas une colère passagère. Au bout de quelques semaines, elle m'a envoyé. J'espère qu'un jour tu comprendras le mal que tu as fait. J'ai répondu. Je te souhaite d'aller bien. Je ne souhaite plus avoir de relations qui passent par la culpabilité ou l'argent. Pour toute question restante, merci de passer par écrit. Puis j'ai quitté le groupe WhatsApp familial. Pas dans un geste spectaculaire. Juste un soir, après le travail, assis dans mon canapé, avec le bruit du voisin du dessus qui rentrait ses courses et le tramway qu'on entendait au loin quand la fenêtre était ouverte. Camille m'a écrit une fois, plusieurs mois plus tard. Je rembourse encore. Romain est parti.
Je ne sais pas quoi te dire. J'ai répondu. Commence par ne pas me demander de réparer. Elle n'a pas répondu. C'était mieux ainsi. Aujourd'hui, l'établi de mon père est dans un petit local que je loue près de Rennes. Je n'avais pas la place dans mon 2 pièces, mais j'y passe parfois le samedi matin. Je ponce, je répare des cadres, je bois un café dans un vieux mug, et la radio capte toujours mal. Les carnets sont rangés dans une boîte, avec la lettre. Je ne les relis pas souvent. Je n'en ai pas besoin comme preuve tous les jours. Au travail, je continue de corriger des devis, de gérer des retards, de sentir la poussière sur mes vêtements. Élise me dit que j'ai l'air moins en alerte. Karim m'aide encore parfois à porter des choses, et je l'aide à réparer son évier sans que personne ne tienne les comptes. Ma famille disait que j'avais choisi l'argent. En réalité, j'avais choisi de ne plus payer pour être aimé. Le plus étrange, c'est que ma vie n'est pas devenue extraordinaire. Elle est devenue respirable. Mon appartement grince toujours. Ma table Ikea est encore abîmée sur un coin. Le matin, la lumière entre par la fenêtre de la cuisine et tombe sur le mètre pliant posé près de la cafetière. Je pars travailler, je ferme la porte, et je ne vérifie plus mon téléphone avec cette peur ancienne de découvrir quelle faute on allait encore me demander de réparer. Je n'ai pas gagné une famille. J'ai récupéré mon nom sur les papiers, ma part dans l'histoire, et le droit de dire non sans fournir 20 justificatifs. C'était moins spectaculaire qu'une réconciliation. C'était beaucoup plus solide. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.